Donc, quelle est l'importance de la Grande Muraille verte? Ce Grande Muraille verte a pour but de créer une mosaïque de paysages qui traversent l'Afrique. Donc, si on réussit à le faire, alors on va lutter contre l'insécurité alimentaire, améliorer cela. Et puis, sur le plan du climat, faire de telle sorte que cette grande muraille verte-là permette de pouvoir restaurer le climat qu'il y avait il y a cela quelques années. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Donc, ce projet vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et vous savez aussi que la végétation capture le CO2. Donc, pour objet de capturer 250 millions de tonnes de gaz carbonique présents dans l'atmosphère. C'est-à-dire que si ce projet-là voit le jour et se réalise, effectivement, ça va permettre de séquestrer 250 millions de tonnes de CO2. Et ça, c'est pour lutter contre le fait qu'il y ait l'émission de CO2, grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc, le reboisement peut contribuer à réduire la quantité de CO2 présent dans l'atmosphère. Alors, ce projet, on a commencé à planter des arbres depuis les années 2005. Et entre 2005 et maintenant, il y a 18 millions d'arbres qui ont été plantés au Sénégal. C'est-à-dire que ça a commencé par le Sénégal. Mais les autres pays, l'Éthiopie, le Nigeria et autres ont commencé, le Niger. De l'autre côté, là-bas, ça travaille aussi. Donc, le travail de cet étudiant-là, pour sa thèse, c'est de regarder l'impact de cette réforestation-là sur les changements et les paramètres climatiques, et puis voir si ça permet de séquestrer du carbone. Parce que ce projet a débuté en 2005 et il ne s'est pas arrêté, mais compte tenu de ce qui se passe au Sahel en ce moment, il est un peu freiné à cause du terrorisme qui sévit dans le Sahel. Alors, voici quelques résultats. Bon, pour faire ça, on a utilisé des données d'indice de végétation, et des données de précipitation et des données d'humidité du sol. Bon, fournies par des bases de données américaines. Alors, ici, vous avez, c'est des cartes d'anomalies. SPI, c'est Standard Precipitation Index. On a pris des sites qui sont reboisés au Sénégal, notamment à Sierre, à Tessékéré, à Balou et puis à Louguet-Thioli. Ce sont des sites qui ont été reboisés au Sénégal. Et on a regardé avec ça les données de précipitations enregistrées pendant cette période-là. Jusqu'à dans les années 2000 ou à 2005, il y avait des anomalies négatives. Vous voyez le premier quart là, des anomalies négatives. Mais autour des années 2010, sur la plupart des sites, on a des anomalies positives.
Donc, il y a une certaine reprise de précipitations. Mais bon, ça appelle quand même des commentaires, c'est-à-dire que ce que j'ai pu noter avec des données des stations, parce que ça, ce sont des satellites, hein, ce que j'ai pu noter avec des données des stations météorologiques, c'est que dans tout le Sahel, à partir de 2006, il y a une inversion du processus, c'est-à-dire tout le Sahel commence à être arrosé. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que jusqu'à avant 2005, il y avait un déficit pluviométrique important. Mais à partir de cette date-là, à partir des années 2006, il y a une rupture dans le changement. Il y a une rupture. C'est-à-dire que là, on a commencé à avoir des anomalies positives. Une reprise de la pluviométrie. Alors, ce qui est encore plus significatif, c'est l'humidité du sol. Maintenant, ça c'est la santé. Oui, c'est la santé de la végétation. Une végétation, elle est en bonne santé quand c'est vert. Hein. Quand actuellement vous regardez avec le temps qu'on a là, la végétation commence à faire, commence à jaunir. Et puis là, je crois que c'est ça, c'est VAHI, c'est les anomalies, ça c'est des anomalies de santé de la végétation. Vous voyez qu'à partir des années 2005, c'est positif partout. C'est-à-dire qu'on a une végétation en bonne santé. Très bonne santé. Et puis alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, dans les années 2015, là, il y a une chute. Mais on a regardé un peu et on a vu qu'en 2015, il y a El Niño. El Niño, si vous regardez sur cette carte-là, du côté du Sénégal, c'est mid-dry. Hein? C'est-à-dire, il y a eu 2 épisodes d'El Niño là. Il y a 2015-2016 et puis 2018-2020. 2018-2019. Et cette année aussi, c'est une année El Niño. Donc, ce temps qui court là, je crains que ça nous emmène vers une sécheresse terrible. Il faut faire vraiment très attention. Alors donc, il y a eu El Niño. Ce qui est en rouge, ce sont les périodes d'El Niño. Et en bleu, c'est la Niña. On a parlé d'El Niño la dernière fois. Donc, dans certaines parties, il y a la sécheresse. Dans d'autres parties, il y a l'humidité. Donc, ce qui est en jaune là, c'est des zones où il y a la sécheresse. Et puis, les zones où il y a la pluie, c'est tout ce qui est en vert. Vous voyez que si vous regardez ici, ça c'est l'Amérique du Sud. Donc, c'est dans ces zones auparavant, l'Amérique du Sud, là, bon, pour ceux qui sont ici en présentiel, c'est le Pérou, c'est dans cette zone-là, ici. Donc, la pluviométrie devient importante. Un déplacement, alors qu'avant, c'était ces zones-là qui étaient arrosées. C'est la sécheresse là-bas. On a El Niño. Et toutes les zones en vert, là, c'est les zones où on enregistre les pluies abondantes. Et puis les autres, c'est la sécheresse. Donc, notamment ici, dans le Sahel, on a eu la sécheresse en 2015, 2016 et puis 2018, 2019, à cause d'El Niño. Donc, je disais tout à l'heure que cette année aussi, c'est une année El Niño. Chaque fois qu'on organise la CAN, il y a El Niño. Alors, je ne sais pas ce que ça va entraîner. Est-ce que la sécheresse qu'on observe depuis quelques semaines là, est-ce qu'elle va continuer pendant longtemps? Si elle continue pendant longtemps, il faut s'attendre à des coupures d'électricité, un délestage parce que les barrages ne seront plus alimentés et il va avoir aussi, peut avoir des conséquences sur le plan alimentaire. Parce que ces zones-là, où quand il y a El Niño, où il y a la mousson, il y a une sécheresse dans les zones où il y avait la grande mousson indienne, là, on produit de moins en moins de quantité de riz et tout ça.
Or, nous, on importe beaucoup. Donc, il faut faire très attention. Même ce qu'on plante ici, là, s'il y a un déficit pluviométrique, on va voir ce que ça va donner. Alors, quelles sont les conséquences, l'impact de cette reprise de la pluviométrie dans le Sahel? C'est l'humidité du sol. Alors, en les courbes en noir, c'est l'humidité du sol de janvier à décembre avant le reboisement. Avant le reboisement. Et non, ça c'est la pluie. Ce qui est en haut, c'est la pluie. Et ce qui est en bas, c'est l'humidité du sol. Les courbes en haut, c'est en noir, c'est les moyennes pluviométriques enregistrées mensuelles avant 2005, c'est-à-dire la période avant le reboisement. Et en bleu, c'est ce qu'on observe après le reboisement. Vous voyez que les hauteurs de pluie sont plus élevées après le reboisement. Et en dessous, c'est des courbes d'humidité du sol. Quand le sol est nu, quand il pleut, ça ruisselle. Mais comme on a fait le planting, alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que en bleu, c'est l'humidité du sol après le reboisement. Et en noir, c'est l'humidité du sol avant le reboisement. Donc, ça veut dire que le fait qu'on ait planté, ça retient plus l'eau, au lieu que l'eau ruisselle, ça pénètre dans le sol. Même pendant les mois secs, c'est-à-dire janvier, février, on a plus d'humidité du sol maintenant qu'auparavant. C'est-à-dire l'humidité est plus importante. Donc voilà ce que ça a engendré, le reboisement. Alors, ça, c'est une vue des zones de Tessékéré reboisées. Vue. C'est des zones quasiment désertiques. Donc ici, alors, on a aussi cherché à estimer la quantité de carbone séquestré entre 1992 et 2020. Ici, c'est la Grande Muraille Verte du côté, dans la zone du Sénégal. Hein, au Sénégal, on a pris des sites. Donc, les sites qu'on a utilisés, ce sont ceux qui sont là, Sierre, Tessékéré, Lougué-Tioli. C'est au Sénégal. Hein? Donc, en vert, on a suivi le tracé de la Grande Muraille Verte, mais on a pris des sites qui ont été reboisés. Ce n'est pas toute la zone qui a été reboisée, ce n'est pas toute la Grande Muraille Verte du Sénégal qui a été reboisée, mais seulement les endroits où ça a été reboisé, c'est là qu'on va faire notre étude sur la séquestration du carbone. Alors, vous voyez, à la pointe là, c'est Balou. Balou, c'est un site qui n'a pas été reboisé. C'est-à-dire, on va essayer de voir, comparer la séquestration du carbone entre une zone reboisée et une zone non reboisée. Les autres, c'est-à-dire Sierre, Tessékéré, Louga-Tioli ont été reboisés, mais Balou, par contre, non. Alors, pour faire ça, on a regardé, hein, il y a un tableau qu'on a utilisé. C'est un tableau qui a été établi par un certain nombre d'auteurs qui permettent de déterminer le stock de carbone selon le type de végétation. Vous avez la savane arborée, c'est 32 tonnes par hectare, 32 tonnes de carbone par hectare. La savane arbustive, c'est 19 tonnes de carbone par hectare. La forêt claire, c'est 40 tonnes de carbone par hectare. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les zones qu'on veut étudier et faire une classification. Si on fait la classification, on va déterminer les superficies occupées par la savane arborée, la superficie occupée par les savanes arbustives
les forêts claires et autres. Et une fois qu'on a la superficie, on va attribuer alors, on va multiplier par le stock de carbone séquestré par chaque type de végétation. Donc, à partir de là, voici ce qu'on a obtenu. À Sierre, ça c'est le carbone, la séquestration du carbone de 1992 à 2020. Vous voyez que c'est vrai que quand vous plantez, vous mettez une pépinière en terre, ce n'est pas à l'instant qui va devenir suffisamment grand pour pouvoir séquestrer du carbone. Donc, ça fait que ce n'est qu'en 2020, à Sierre, que la séquestration devient significative. À Tessékéré, c'est à partir de 2015, c'est-à-dire c'est 10 ans après qu'on commence à avoir une séquestration qui est significative. Mais de l'autre côté, à Louga et Thioli, je pense que là-bas, c'était pas tout à fait nu. Donc, la séquestration, elle a commencé à être plus significative. C'était stable entre 2006 et 2015. Et puis, en 2020, on obtient une... Alors, regardez la zone des Balous, c'est-à-dire cette figure-là. Là-bas, il n'y a pas eu de planting. Vous voyez qu'il y a une baisse de la séquestration. Mais alors, aussi, ce qui est grave, c'est que c'est une zone qui est devenue de plus en plus urbanisée. Donc, ça veut dire que les gens ont détruit la forêt, ils ont détruit la végétation pour y mettre des maisons et tout ça, urbanisé. Et là, ce qu'on obtient, c'est qu'il y a une décroissance du taux de séquestration du carbone. Alors, pour résumer tout ça, cette figure-là montre que ici, ça c'est à Sierre, en bleu, on a un taux de carbone, stock de carbone qui est représenté, qui est là. À Louguère, à Tessékéré, c'est en vert. À Louguère, c'est en rouge. Et puis à Balou, c'est déficitaire, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas déficitaire, c'est devenu très très faible. Ça veut dire que sur les sites que si on continue de détruire la forêt, il va avoir, ces zones-là risquent de devenir des puits, des sources de carbone plutôt. C'est-à-dire vont devenir des zones d'émission de carbone. Par contre, le planting d'arbres va permettre de séquestrer du carbone. Alors, au total, à Sierre, on a séquestré près d'1,679 million tonnes. À Tessékéré, plus de 3 millions de tonnes. Et puis à Louguère-Thioli, 362 tonnes à peu près. Donc, au total, il y a eu 5 millions 700 tonnes de carbone séquestrées dans toute la zone. Mais le résultat important qu'il faut retenir, c'est que ceci ne devient significatif qu'après 8 à 10 ans après le reboisement. Voilà. En conclusion, à cette étude-là, on a vu que grâce au reboisement, il y a une reprise de la pluviométrie, il y a une augmentation de l'humidité dans le sol, et puis, donc ça peut impacter sur la production primaire, notamment avec la séquestration du carbone. Et donc, les savanes, on a eu aussi une extension des zones de savanes boisées et puis des savanes arborées.
dû au fait que la pluie a repris dans ces zones-là. Donc, au total, il y a eu près de 6 millions de tonnes de carbone qui sont séquestrées depuis 2006 jusqu'en 2020. Et si, dans le cas de Balou, ça nous montre que ces zones qui deviennent, ce sont des zones urbanisées, c'est une zone urbanisée. Dans ces zones-là, on verra de plus en plus une perte en capacité de stockage de carbone. Donc, dans les villes, il ne suffit pas de construire des villes partout. Il faut aussi créer, dans ces villes-là, il faut planter des arbres qui vont permettre de séquestrer le carbone. Sinon, ça va être une zone source d'émissions de carbone. Bon, ça, les deux études-là ont fait l'objet de deux publications, c'est-à-dire un sur les paramètres climatiques et puis l'autre, c'est sur la séquestration du carbone. Donc, en conclusion, ce sont des résultats qui sont encourageants, intéressants. Et donc, il va falloir continuer ce projet-là, le reboisement. Il faut diversifier aussi les types de plants qu'on utilise pour cela. Et puis, il faut dupliquer ça, ce projet-là. C'est-à-dire que même en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, il va falloir. Et cette année, on a commencé par Kani. Kani, qui a commencé à faire du reboisement là-bas à Kani, parce que le reboisement se faisait au Sénégal auparavant, mais compte tenu de la situation de l'insécurité qu'il y a dans le Sahel, parce que les gens qui partaient, beaucoup de gens partaient reboiser ici, c'est la Fondation Cœur Vert. Beaucoup de gens partaient d'ici pour aller reboiser, mais il y en a qui partaient en car, d'autres en avion. Mais il faut passer par le Mali, etc., etc. Mais compte tenu de la situation qui prévaut en ce moment, il n'est pas question de partir en car. Et même sur le site du Sénégal, même s'il n'y a pas de terrorisme là-bas, mais ces gaz-là, ils sont imprévisibles. Voilà donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur